Vous allez vous déplacer jusqu'au panneau, quoi? Bonjour. Est-ce que tu vas te Ah, ça va, c'est bon. Ouais. C'est bon. Ok, c'est parti. Bon. Eh bien, bonjour. Merci d'être venu. C'est effectivement pour nous, c'est très important que vous soyez présents avec nous. La conférence, en fait, va durer à peu près 1 heure. Elle se déroulera de la façon suivante. Je vais présenter le contexte de cette plainte. Ensuite, je céderai la parole à Philippe, maître Van Langendonck, qui parlera plus précisément des aspects judiciaires et juridiques. Ensuite, je reprendrai la parole pour conclure. Et puis, nous répondrons aux questions éventuelles que vous pourrez nous poser. Alors, donc, via Philippe, donc maître Van Langendonck, donc en fait j'ai déposé une plainte vendredi dernier contre le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, alors qu'il était encore en fonction. Elle fait suite à une plainte que j'ai déposée devant la justice française au mois de février, qui pour l'instant est en stand-by, mais que nous prévoyons de relancer parallèlement à ce que nous sommes en train de faire en Belgique. Alors, avant de parler de la plainte, je vais me présenter. Donc en fait, moi je suis français, je suis éditeur de livres et également nous produisons des documentaires. Et je m'intéresse à ce qui s'appelle PIS depuis de nombreuses années. Et notamment, j'ai suivi ce qui s'est passé en 2014 lorsque la Crimée est devenue russe, et donc avec le coup d'État du Maïdan, et lorsque Victoria Nuland a annoncé que les États-Unis avaient dépensé 5 milliards de dollars pour la démocratie. Bon, ça va, je veux dire, nous ne sommes plus naïfs, nous savons très bien que quand les États-Unis dépensent 5 milliards, c'est pour une forme de démocratie qui n'en est peut-être pas une, et qu'en fait, ils attendent forcément un retour sur investissement. Et je pense que dans la prise de la Crimée, les Russes ont été habiles, parce qu'en fait, ils ont su jouer du droit international, et notamment de la Charte des Nations Unies, et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est qu'en fait, ils ont récupéré la Crimée sans tirer un coup de feu. Mais il était évident que la partie était loin d'être terminée. Et nous l'avons vu en 2022. Donc, en 2022, fin mars, je le rappelle, à Istanbul, les deux délégations russes et ukrainiennes sont proches d'un accord de paix, qui d'ailleurs était la sagesse. Il n'y a aucune raison que l'Ukraine et la Russie se fassent la guerre, d'ailleurs, ni même quelques pays se fassent la guerre, mais ça c'est un autre problème. Donc, fin mars, les deux pays étaient proches d'un accord pour mettre fin à cette guerre qui avait duré déjà 5 semaines, c'était déjà trop. Et puis en fait, on a vu ce qui s'est passé. Boris Johnson, à l'époque Premier ministre du Royaume-Uni, s'est précipité à Kiev et a manifestement imposé au président Zelensky de ne signer aucun accord et que la guerre devait continuer à coûte que coûte, à tout prix. Et à tout prix, c'est-à-dire, comme un sénateur des États-Unis l'a dit, jusqu'au dernier Ukrainien. Nous n'y sommes pas encore, mais nous en rapprochons. Et c'est notre objectif de cette plainte, justement, c'est que la justice belge nous aide à arrêter cette tragédie qui va finir par tous nous engloutir. Mais ça, nous y reviendrons. Alors, donc, fin mars, les deux pays sont proches d'un accord de paix, mais les anglo-saxons vont le saboter. Et à ce moment-là, je comprends que ce qu'ils nous préparent, en fait, c'est une guerre. Puis une guerre froide, une guerre chaude. Et on sait quand on commence une guerre, l'histoire montre qu'on ne sait jamais quand elle se terminera, même si l'on pense que
Comme en 14-18, hein, c'est une affaire de quelques semaines, et puis on écrasera l'Allemagne, et puis on reviendra tranquillement fêter Noël, etc., etc. On a vu ce que c'est devenu. Donc en fait, aujourd'hui, et qui plus est aujourd'hui, avec tous les moyens modernes, s'engager dans une guerre, c'est hypothéquer son futur inévitablement, parce que personne ne peut penser réellement qu'il gagnera quelque guerre que ce soit. Dans une guerre, non, il n'y a toujours que des perdants. Alors, du coup, évidemment, je suis en France, donc je voyais bien comment les autorités ont procédé. D'abord, les autorités européennes. Donc, Ursula von der Leyen, qui nous annonce, donc présidente de la Commission européenne, qui nous annonce qu'il faut interdire tous les médias russes. Je ne vois pas dans quel traité européen de fonctionnement de l'Union européenne elle a ce pouvoir. Et pour quelle raison supprimer les médias russes? Justement, je trouve que c'est encore plus intéressant dans période de guerre d'être informé de part et d'autre. Alors on dit c'est de la propagande, mais nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour faire la part entre ce qui est propagande et ce qui est information. Et donc en fait, je me suis lancé dans l'écriture d'un livre qui s'appelle « Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident ». Donc je dis bien la responsabilité criminelle de l'Occident, nous allons en parler. En sous-titre, je mets donc nos options pour stopper la crise et dédié à toutes les victimes de cette guerre interminable depuis 2014 et à toutes celles à venir que nous n'aurons pas su empêcher. Oui, parce que en fait, la guerre en Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022, elle a commencé en 2014 avec le Maïdan. En 2019, et ça a été confirmé en 2021 par l'ONU, l'ONU chiffre à 13 200 victimes depuis 2014 le nombre de morts, alors de part et d'autre. C'est-à-dire que dans les 13 200, il serait faux de dire que, selon l'ONU, ce ne sont que des victimes du Donbass, que des populations civiles du Donbass. Dans les 13 200, il y a aussi des forces armées ukrainiennes, mais très peu de civils ukrainiens, c'est-à-dire hors Donbass, puisqu'en fait, c'est le Donbass qui est attaqué par les forces ukrainiennes. Donc, ça fait quand même beaucoup, 13 000 morts depuis 2014. On a deux États, la France et l'Allemagne, qui se sont engagés à faire respecter des accords de paix qui sont les accords de Minsk. Alors nous verrons par la suite ce que Angela Merkel, chancelière à l'époque, en a dit. Alors je ne sais plus si c'est à Die Zeit ou Die Welt, mais j'avais lu sa déclaration en allemand. Elle dira que les accords de Minsk ont servi à donner du temps à l'Ukraine pour s'armer. Et en fait, dans sa déclaration à Die Zeit ou à Die Welt, à aucun moment, elle ne parle que les accords de Minsk étaient là pour la paix et allaient servir justement à instaurer une paix durable. Au contraire, elle dit que ça laissait du temps à l'Ukraine de s'armer. Et François Hollande, ex-président de la République, alors oui, il s'est fait piéger par vous savez, les humoristes les humoristes russes, qui se sont fait passer pour un faux Poroshenko, et il a reconnu que oui, effectivement, Angela Merkel avait raison, les accords de Minsk servaient à faire gagner du temps à l'Ukraine pour l'armée. Donc en fait, qu'on ne vienne pas nous dire que la guerre a commencé le 24 février 2022, d'autant plus que parmi vous, la plupart connaissent cette déclaration d'Alexei Arestovitch, qui était en 2019 proche conseiller du président Zelensky. Cette interview, d'ailleurs, on la trouve sur Internet. Alors, il parle en ukrainien, je ne sais plus si c'est en ukrainien ou en russe, mais en tout cas, elle est sous-titrée en anglais. Donc, c'est en 2019. La journaliste lui pose la question, est-ce que il va y avoir une guerre avec la Russie? Et il dit, avec une franchise confondante, il dit oui à 99,99%. Donc, je le redis, en 2019, un des proches conseillers du président Zelensky déclare qu'il y a la probabilité d'une guerre avec la Russie est de 99,99%. Et en fait, c'est le prix à payer pour pouvoir entrer dans l'OTAN.
C'est exactement ce qu'il déclare. Et là, la journaliste pose une deuxième question et lui dit, mais quand? Évidemment. Et il réfléchit, il dit 2021, 2022. Donc en fait, en 2019, un des proches conseillers du président Zelensky, et on retrouve sur YouTube, hein, sa déclaration, elle n'est pas... enfin, si on la cherche, on la trouve. Hein. Enfin, on ne la trouve pas sur Wikipédia en France. Ça, c'est peut-être pas étonnant. Mais en tout cas, elle est toujours disponible. Donc en fait, en 2019, vous avez les hautes autorités d'Ukraine qui se préparent à faire la guerre en 2021 ou en 2022 contre la Russie pour pouvoir entrer dans l'OTAN. Et donc, ça ne devrait pas être possible, puisque en 1990, au moment de la réunification de l'Allemagne, les Occidentaux prennent un engagement, c'est pas une promesse, ils prennent un engagement de ne pas étendre l'OTAN au-delà de la République fédérale d'Allemagne. Alors, justement, maintenant nous allons entrer dans l'objet de la plainte. En fait, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, donc, qui a été ministre, qui a été Premier ministre de la Norvège pendant 10 ans, donc, qui a fait partie du conseil d'administration du Gavi, vous savez, l'alliance pour la vaccination de Bill Gates, qui a été envoyé spécial du climat pour l'ONU, donc c'est quelqu'un de respectable. Et en 2022, il est depuis 8 ans secrétaire général de l'OTAN. Donc, secrétaire général de l'OTAN, c'est aussi être président de la commission OTAN-Russie et OTAN-Ukraine. Donc, on peut penser qu'en 8 ans, il a eu le temps de connaître un peu les dossiers, notamment le dossier des relations avec la Russie. Et en fait, il va mentir. Et le mensonge est facilement établi, il est dans la plainte. D'ailleurs, le texte de la plainte, vous pouvez le télécharger sur... j'ai créé justement un site spécifique qui s'appelle patrickpazin.com, mon nom plus .com. Vous pouvez télécharger le texte de la plainte, vous pouvez l'utiliser, le reproduire, vous en servir, il n'y a pas de droit d'auteur. Et donc, en fait, le 19 janvier... Donc le 19 janvier 2022, donc un mois avant le déclenchement de la guerre, un mois après que les Russes aient envoyé 2 propositions de traités, un aux États-Unis, un à l'OTAN, qui ont été faits au mois de décembre 2021. Donc ils proposent et à l'OTAN et aux États-Unis des propositions de traités pour garantir leur sécurité. Eh bien, il y a des négociations le 12 janvier qui durent 4 heures entre l'OTAN et la Russie. Et Jens Stoltenberg sort en disant nous n'avons rien, en fait, ça ne servait à rien. Et petit à petit, en fait, il va apparaître de plus en plus clair que oui, l'OTAN veut la guerre à tout prix. Pourquoi? Alors, en fait, il va le 19 janvier. Alors le 18 janvier donc 2022, donc un mois avant la guerre, il est à Berlin. Il fait une déclaration avec le chancelier Scholz où il dit voilà, nous allons nous réunir avec la Russie pour présenter nos préoccupations et écouter leurs préoccupations. Je dis enfin, on veut écouter les préoccupations de la Russie. C'est quand même un peu important, sachant qu'on n'est pas loin de la guerre, d'écouter les préoccupations de l'autre partie. Parce que je rappelle que partout, on nous parle de la Charte des Nations Unies, mais la première exigence de la Charte des Nations Unies, il suffit de la lire, c'est de tout faire pour générer la paix. Et donc, que se passe-t-il? Donc, le 18 janvier, à Berlin, il déclare qu'il faut écouter les préoccupations des Russes, sauf qu'au même moment, il donne une interview au Spiegel qui paraîtra le lendemain, le 19 janvier, que j'ai lu,
Et le journaliste allemand fait parfaitement son travail. Il lui pose la question en disant « Mais l'OTAN ne s'est-elle pas engagée dans les années 90 à ne pas s'étendre à l'Est, en direction de la Russie ?» Et Jens Stoltenberg répond « C'est faux. Il n'y a jamais eu une telle promesse. » Il ajoute même, en allemand, il parle de... Alors, je ne sais pas s'il fait l'interview en anglais ou en allemand, mais en tout cas, le Spiegel publie l'interview en allemand. Il dit, pour ceux qui parlent allemand, il parle même de Hinterzimmer. Hinterzimmer, ça veut dire coulisses, arrière-cour. Il dit, il n'y a même jamais eu en arrière-cour ou dans la coulisse un tel accord, une telle promesse. Il ajoute, c'est faux. C'est totalement faux. Ça, c'est le 19 janvier. Je rappelle que la veille, il vient de dire qu'il faut écouter les préoccupations des Russes. Alors, pourquoi aujourd'hui je peux affirmer que c'est un mensonge de dire que ce qu'il déclare au Spiegel, à savoir qu'il n'a jamais été, l'OTAN ne s'est jamais engagé vis-à-vis des Russes de s'étendre à l'Est. Pourquoi c'est un mensonge? Alors, il y a déjà plusieurs sites qui montrent des déclarations des dirigeants occidentaux. Et puis, le 18 février 2022, donc là nous sommes à 6 jours de l'intervention russe, de l'attaque russe, qui, je rappelle, aura lieu le 24, toujours le Spiegel, le 18 février, donc à 6 jours de l'attaque de la Russie, publie un article disant « Oui, nous nous étions engagés, l'OTAN s'était engagée à ne pas s'étendre à l'Est, et ce n'est pas des simples promesses. Il y a un document qui vient de ressortir. » Mais là où Jens Stoltenberg n'a aucune circonstance atténuante, et sa culpabilité est indubitable, c'est qu'en fait, il y a un site français qui s'appelle L'Écrise, qui a publié une pépite que vous trouverez dans la plainte. Alors, cette pépite, en fait, c'est quoi? C'est un texte, c'est une interview de l'ancien secrétaire général de l'OTAN, donc un de ses prédécesseurs, qui s'appelait Manfred Wörner. Je dis qu'il s'appelait parce que Manfred Wörner est mort en 1994. Mais Manfred Wörner, donc secrétaire général de l'OTAN, le 17 mai 1990, prononce un discours dans lequel il dit que nous avons pris l'engagement de ne pas nous étendre à l'Est, ce qui constitue des garanties solides de sécurité pour l'Union soviétique, parce que c'est encore, pour quelques mois, c'est encore l'Union soviétique. Donc, je le redis, le secrétaire général de l'OTAN, le 17 mai 1990, on trouve l'information sur le site même de l'OTAN. Pour ceux qui regarderont le texte de la plainte, vous verrez, on l'a mis en reproduction. Pour les journalistes qui souhaiteront, je peux leur envoyer l'image si vous avez besoin de l'insérer. Donc je le redis, sur le site même de l'OTAN figure la preuve des mensonges de Jens Stoltenberg. Oui, l'OTAN s'est bien engagée à ne pas dépasser les frontières de l'Allemagne, à l'époque de la République fédérale d'Allemagne, et donc certainement pas de s'étendre vers la Russie et donc de ne pas faire entrer l'Ukraine. Alors, dire oui, mais d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant. Jens Stoltenberg ne dit pas oui, il y a eu cet engagement, mais depuis les temps ont changé. Effectivement, ça pourrait être un argument de dire oui, il y a eu cet engagement, mais les temps ont changé. La preuve, la Pologne, la Tchéquie, etc. sont entrés dans l'Ukraine. Non, il dit il n'y a jamais eu cet accord. Donc en fait, maintenant que nous savons que réellement il y a eu cet accord, il est toujours valide. Il est toujours valable. Et pourquoi c'est important pour les Russes et pourquoi depuis 30 ans, en fait, c'est une ligne rouge à ne pas franchir? C'est parce que, en fait, si l'Ukraine entre dans l'OTAN, ça permet aux États-Unis d'avoir des bases militaires sur le territoire de l'Ukraine et donc de, on va dire, contrevenir, pour ne pas dire violer, l'esprit de l'article 1er du traité de non-prolifération nucléaire. Qu'est-ce que c'est que ce traité? Il est fondamental. Ce traité, dans son article 1er, dit que les pays partis à ce traité, qui sont possesseurs d'armes nucléaires, s'engagent à ne pas en transférer ou à en donner le contrôle directement ou indirectement à des pays qui n'en seraient pas dotés. Alors, ça peut sembler un peu complexe, mais ça ne l'est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il suffit que les États-Unis créent une base militaire dans n'importe quel pays, et dans ce cas-là, ils peuvent y installer des bombes nucléaires sans violer le traité de non-prolifération nucléaire, puisqu'en fait, ils n'en transfèrent pas le contrôle. Ils en gardent l'absolu contrôle. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, nous sommes en Belgique. Je rappelle qu'il y a des bombes nucléaires américaines stationnées sur le sol belge. Hein. Il y en a aussi en Allemagne, il y en a probablement au Royaume-Uni, il y en a en Turquie, évidemment. Il y a la base d'Incirlik. Donc, avoir une base américaine de l'OTAN, mais américaine, sur le territoire ukrainien est un casus belli, c'est pour la Russie, car Kiev étant un vol d'oiseau à 800 km de Moscou, si une bombe nucléaire est lancée depuis l'Ukraine, les Russes n'auront pas le temps de l'intercepter. Et puis s'ils l'interceptent, elle va tomber où? Au-dessus de Koursk, au-dessus de la Pologne, ça aura forcément des retombées pour les populations civiles. Et d'ailleurs, l'entrée de la Finlande pose un problème parce que, bon, quand c'est la Belgique ou l'Allemagne, le temps que les missiles arrivent à Moscou, ça laisse quelques minutes d'intervention, mais l'entrée de la Finlande l'année dernière dans l'OTAN et la mise à disposition, je crois, c'est une quinzaine de bases finlandaises mises à disposition des États-Unis. Si les États-Unis déposent des bombes à quelques centaines de kilomètres de Saint-Pétersbourg et de Moscou, je ne sais pas quelles vont être les conséquences. En tout cas, il est clair que nous, population européenne, nous n'avons certainement aucun intérêt à ce que ce genre de situation s'élargisse. C'est-à-dire que plus il y a de bombes nucléaires sur notre territoire, et plus un jour ou l'autre, il y a un risque. D'ailleurs, l'histoire montre que certains se sont déjà servis de bombes nucléaires contre des populations civiles. Donc, voilà. Alors, et donc en fait, je reviens un petit peu en arrière, et vous allez comprendre que l'enchaînement des faits est que nous avons une vision absolument différente de ce que nous entendons aujourd'hui dans tous les médias mainstream occidentaux. Donc, je le redis, à l'automne, au mois de décembre, les Russes envoient 2 propositions aux Américains et à l'OTAN pour signer un traité de paix. Bon. Négociation à Genève, négociation le 12 janvier de 4 heures qui ne débouche sur rien. 18-19, on voit ce que Jens Stoltenberg fait, il jette de l'huile sur le feu en disant que les Russes sont des menteurs, qu'on n'a jamais promis ça. Alors qu'ici, il avait dit oui, effectivement, nous avons pris l'engagement de ne pas nous étendre à l'Est, et je propose qu'il y ait un moratoire sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il arrêtait immédiatement l'escalade sur le sentier de la guerre. Parce que s'il avait dit oui, nous ne pouvons pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN actuellement, il faut en discuter, la guerre s'arrêtait. Enfin, elle ne commençait pas, plus exactement. Mais manifestement, ce n'est pas ce que voulait l'OTAN, ni ceux qui sont à la manette derrière. Alors, là, moi, je vais reprendre un petit peu de chronologie très rapide, et puis ensuite, nous en viendrons aux aspects juridiques de la plainte. Donc, je le dis, 12 janvier, les négociations durent 4 heures, ne débouchent sur rien entre l'OTAN et la Russie. 18-19 janvier, j'en ai parlé, mensonge de Jens Stoltenberg. Sauf que juste avant, le 16 janvier, à la Maison-Blanche, il y a une conférence de presse du président Biden qui est interviewé par un journaliste du New York Times qui lui pose la question: est-ce que la Russie va envahir l'Ukraine? Et le président Biden répond oui. Je pense qu'il va le faire, mais qu'il en paiera un prix très lourd. Et très rapidement, les médias anglo-saxons vont nous annoncer la date de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En fait, les médias anglo-saxons vont fixer la date de l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans la nuit du 15 au 16 février, donc exactement un mois plus tard. Les Russes nient. D'ailleurs, franchement,
la Russie n'a pas de raison d'envahir l'Ukraine. Je rappelle que la population de la Russie, c'est moins de 150 millions, c'est-à-dire moins que la population de la France plus l'Allemagne. Et qu'en plus, ils ont un pays qui fait 17 millions de kilomètres carrés. Donc, 150 millions d'habitants pour un pays de 17 millions de kilomètres carrés, ils ne peuvent même pas exploiter leur pays. Donc, pourquoi auraient-ils s'embarrasser d'un pays comme l'Ukraine, dont je rappelle que et c'est d'ailleurs ce que j'écris dans ce livre, en fait, avant la guerre de 2022, je considère que l'Ukraine est le peuple le plus maltraité d'Europe. L'Ukraine est le peuple le plus maltraité d'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui est très étonnant, je ne connais pas cette situation dans aucun autre pays du monde. La première année d'indépendance, en 1991, le solde démographique, donc entre les naissances et les décès, est négatif de 25 000 personnes. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu 25 000 décès de plus que de naissances. Ça, c'est en 1991. Mais en 2021, donc l'année avant la guerre, ce déficit n'est plus de 25 000 personnes, il est de 400 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a eu 700 000 décès, un peu plus de 700 000 décès, et il y a eu un peu moins de 400 000 naissances. C'est ahurissant, mais à l'époque, alors il n'y a pas eu de recensement depuis très longtemps en Ukraine, mais on évalue la population d'Ukraine à 40 millions d'habitants. Ça veut dire qu'ils ont perdu 1% de leur population avant l'année de la guerre. Simplement, le déficit entre les naissances et les décès. Et je dis également que l'Ukraine et les Ukrainiens sont le peuple le plus maltraité parce que... alors, toutes les références que je prends sont des références officielles, le site de l'OTAN, l'OSCE, l'Union européenne, les grands médias mainstream. Et donc, le dernier rapport du département d'État sur la traite des êtres humains, c'est tous les 2 ans, le département d'État aux États-Unis fait un rapport sur la traite humaine dans les différents pays. Et sur l'Ukraine, c'est en 2021, ils disent qu'il y a plus de 100 000 enfants dans les orphelinats qui sont à risque. Parce qu'en fait, l'Office des migrations internationales, l'OMI, a évalué qu'un enfant sur 10 dans le monde victime de traite provient d'Ukraine. Et donc la mortalité est très importante, vous en avez forcément entendu parler. En Ukraine, le Pentagone a des collaborations avec plus de 40 laboratoires. Ils ont diffusé l'information sur leur site. Alors évidemment, ce ne sont que des recherches pacifiques, évidemment. Peut-on imaginer que le Pentagone puisse faire autre chose que des recherches pacifiques, notamment pour développer des vaccins pour sauver l'humanité? Sauf que, avant la guerre, on trouve déjà des informations sur le fait que les fameuses maladies qui vont sauver l'humanité, en fait, ils travaillent déjà sur la leptospirose, sur des fièvres Nil Congo, enfin des fièvres un peu bizarres. Et puis, alors il y a une recherche qui, je sais pas, devrait nous étonner, notamment en 2019. Comment rendre transmissible un coronavirus de chauve-souris à l'homme? Donc, on trouve ce genre de recherche en Ukraine bien avant le laboratoire de Wuhan et de ce qui s'est passé à partir de 2020. D'ailleurs, quand à l'apparition du livre Guerre en Ukraine, j'ai eu des échanges avec des Ukrainiens qui, à l'été 2019, donc plus de 6 mois avant par rapport à la Chine, moins de 6 mois, mais au moins 3-4 mois avant le démarrage du Covid, en Ukraine, il y avait, à l'été de 2019, il y avait une pneumopathie qui s'était déclenchée, que les médecins ne savaient pas traiter, dont ils ne reconnaissaient pas les symptômes, mais qui ensuite ont ressemblé à ce qui s'est passé à partir de 2020. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais il y a eu la même chose aux États-Unis. J'ai vu une audition au Sénat où des médecins américains ont dit à l'été, il y a eu des pneumopathies bizarres. Et il avait même été question de faire des autopsies
c'est-à-dire d'exhumer les corps pour faire des autopsies. Je ne sais pas si ça a été fait, mais donc l'Ukraine, avant la guerre de 2022, était déjà le peuple le plus maltraité. Je le redis, il n'y a pas d'équivalent, 400 000 décès de plus que de naissances. Et puis des essais, alors des taux de maladies qu'on trouve nulle part ailleurs en Europe. À un moment, la moitié des taux des accidents, des cas de rougeole de toute l'Europe, la moitié était en Ukraine. Et pourtant, le taux de vaccination était à 95%. De même, il y a eu des... Enfin bon, il y a tout un chapitre sur le sujet. Donc, l'Ukraine était le peuple le plus maltraité d'Europe, et ça, c'était avant la guerre. Sans parler de la corruption. D'ailleurs, je rappelle que la Cour suprême de l'Ukraine a pris une décision qui peut sembler stupéfiante. C'est que les fonctionnaires, les politiciens, les juges doivent faire une déclaration de patrimoine. Et donc la Cour suprême, c'était en octobre, je ne me souviens plus de l'année, mais c'était avant la guerre. D'ailleurs, ça avait été signalé par Transparency International, enfin, les grandes ONG s'étaient étonnées de cette décision. En fait, la Cour suprême d'Ukraine avait décidé que s'il y avait un écart entre la déclaration de patrimoine et la propriété réelle des politiciens, des fonctionnaires ou des juges, on ne pouvait pas les poursuivre pour fausse déclaration. En clair, si on découvrait que tel juge avait une propriété sur la Côte d'Azur, en France, malgré un salaire tout à fait raisonnable de juge ukrainien, on ne pouvait pas le poursuivre à lui demander des comptes. Donc en fait, oui, c'est le pays de la corruption, c'est-à-dire que toutes les institutions occidentales le savent. D'ailleurs, je rappelle qu'en 2016, il y a un rapport de la Cour des comptes européenne qui dit oui, nous avons envoyé 11 milliards à l'Ukraine. On ne sait pas trop ce que c'est devenu, mais vous comprenez, il y avait urgence. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il cite, oui, peut-être que la présence des oligarques, en clair, ils n'emploient pas le mot corruption, mais ils emploient le mot d'oligarque, en disant que les oligarques, oui, ont des frais. Donc, il y a peu de doute que les 11 milliards aient abouti dans les poches ukrainiennes. Et puis, juste pour clore ce chapitre, je rappelle quand même que les bataillons nazis, néo-nazis, quel que soit leur nom, C14, Azov, Haïdar, etc., n'ont pas d'équivalent ailleurs en Europe. Et d'ailleurs, je me souviens plus, c'était C14. À un moment, le ministère de l'Intérieur finit par interdire C14. La réponse a été immédiate. C14 a attaqué à l'arme lourde le ministère de l'Intérieur. Bienvenue en Ukraine. Donc, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour le peuple ukrainien qui doit subir une situation que nul autre pays d'Europe ne subit. Il n'y a pas d'équivalent. Enfin, de toute façon, je ne connais pas de pays en Europe qui perdent 1% de sa population, simplement par déficit des naissances. Et c'est pour ça que si on me dit oui, mais toi tu es pro-russe, machin, non, je ne suis ni pro-russe ni pro-ukrainien. Je suis pro-paix et il faut que ça s'arrête. Alors, donc je ne veux pas être trop long, mais en fait, je reviens maintenant aux deux casus belli et ensuite je céderai la parole. Donc, j'étais au 16 janvier, la Maison-Blanche déclare que la Russie va envahir l'Ukraine dans la nuit du 15 au 16 février. Là, le 13 février, des mesures sont prises, à savoir que les compagnies aériennes sont interdites de survol de l'Ukraine, le 13 février. Le 13 février, également, le bureau présidentiel de l'Ukraine, donc du président Zelensky, fait une déclaration qu'on retrouve aussi sur Internet, dans la presse ukrainienne, fait une déclaration disant « On nous annonce que nous allons être envahis le 16, ce sera un jour de fête. » Je vous assure, hein, ce sera un jour de fête. Nous ferons jouer l'hymne national, nous mettrons des drapeaux sur les façades.
juste avant, les États-Unis transfèrent leur ambassade de Kiev à Lviv, donc à l'ouest, on va mettre à l'abri. Bon, tout le monde s'attend à ce que le 15 février, donc dans la nuit du 15 au 16, la Russie envahisse l'Ukraine, et patatras, il ne se passe rien. Rien. Les Russes n'ont manifestement pas compris le rôle qu'on attend d'eux, ils n'envahissent pas l'Ukraine. Et c'est à ce moment-là que les deux casus belli se créent. Et je le rappelle toujours, d'ailleurs ça m'a permis de le rappeler notamment au président du Sénat français et également au chef d'état-major des armées, qu'en fait envoyer des soldats en Ukraine est illégal au regard du droit international, mais je vais y revenir après. En fait, donc les Russes n'envahissent pas l'Ukraine dans la nuit du 15 au 16 février. Et quand on lit les rapports de l'OSCE, donc l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, qui a pour mission de surveiller le front ukrainien et de relever toutes les infractions au cessez-le-feu dans le cadre des accords de Minsk. Donc, le lundi 14 février, il n'y a quasiment pas de violation, il n'y a qu'une centaine de violations de cessez-le-feu, ce qui est faible, puisque en moyenne, l'année précédente, c'était 250 par jour. Donc là, on est de l'ordre de la centaine. Le mardi 15 février, juste avant l'invasion russe, pareil, il n'y a quasiment pas de violation du cessez-le-feu, enfin à peine une centaine. Bon. Les Russes n'envahissent pas l'Ukraine dans la nuit du 15 au 16. Et alors là, c'est une autre partition qui commence à se jouer, puisque, toujours selon les rapports de l'OSCE, ils sont disponibles pour tout le monde, donc il n'y a pas que moi qui peux les lire. Eh bien, le mercredi, on passe de quasiment une centaine de violations à plus de 500, le mercredi, et le vendredi, on est à 1800. Alors, violation, ça ne veut pas dire que ce ne sont que les forces armées ukrainiennes qui le font. Il est évident que si les forces armées ukrainiennes attaquent, les milices du Donbass vont riposter. Mais néanmoins, le vendredi, il y a 1800 violations du cessez-le-feu, dont 1400 explosions, et il y a même des attaques à l'arme lourde contre les populations civiles du Donbass. Attaque à l'arme lourde. Alors ça, c'est contre les populations civiles, ça c'est non seulement la violation des accords de Minsk, mais c'est aussi également la violation des conventions de Genève, le protocole additionnel numéro 2, etc. etc. Et puis, évidemment, la Charte des Nations Unies, on n'attaque pas des populations civiles. Enfin, et puis, ça viole aussi ça relève aussi de la CPI, la Cour pénale internationale. Encore une fois, quand on regarde le droit international, on n'a pas le droit d'attaquer des populations civiles, ça c'est strictement interdit. Et donc, le vendredi 18, on est à 1800 violations du cessez-le-feu, des attaques à l'arme lourde contre les populations civiles du Donbass. Donc on est passé donc le 14-15, on était à 100, on est à 1800 le vendredi. Donc en 4 jours, et puis on ne fait pas ça pour rien. Enfin, je veux dire, on ne bombarde pas des populations civiles si derrière on n'a pas un objectif. Et effectivement, on sait qu'il y a entre 70 000 et 100 000 forces armées ukrainiennes qui sont massées et qui s'apprêtent à envahir le Donbass. Alors, ça, je ne peux pas le prouver, mais les Russes et les républiques du Donbass ont dit qu'elles avaient trouvé des plans d'état-major ukrainiens qui prévoyaient une invasion du Donbass le 28 février et le 8 mars, avec des cartes d'état-major. Donc, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce que ce sont des montages, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une force de l'ordre de 70 à 100 000 soldats ukrainiens prêts à pénétrer dans le Donbass après ces bombardements. Donc le vendredi 18, les autorités de la République de Lugansk et de Donetsk, en accord avec la Russie, prévoient d'évacuer jusqu'à 100 000 personnes de l'autre côté de la frontière, donc à Rostov-sur-le-Don, et les évacuations vont commencer. Je ne sais pas si je me souviens plus, oui, si j'en ai parlé. Donc, comme j'ai dit, moi j'ai publié Faina Savenkova, donc, qui est une adolescente.
À l'époque, elle a 15 ans? Non, pas encore, elle a 14 ans. Donc, et comme je l'ai dit, elle fait partie des ennemis de l'Ukraine à abattre alors qu'elle est encore ukrainienne. Et donc, en fait, je m'inquiète, puisque si effectivement l'armée ukrainienne pénètre dans le Donbass, vu qu'elle est sur la liste des cibles à abattre, sa vie est forcément menacée. Donc j'interroge pour savoir si elle a été évacuée ou si elle va être évacuée. On me répond, en fait, c'est Christelle Néant de Donbass Insider, que vous connaissez sans doute. Donc, Christelle me répond que la décision sera prise le lundi. Donc, le premier casus belli, c'est d'attaquer les populations civiles. Et normalement, ça, le droit international, et notamment ce qui s'appelle le R2P, le Right to Protect, qui date de 2005, que tous les membres de l'ONU ont reconnu. Les nations de l'ONU ont un devoir d'intervenir quand des populations civiles sont attaquées. C'est ce qui s'appelle le Right to Protect, le R2P, donc qui date de 2005. Et donc pendant toute cette semaine, qui précède le 24 février, et donc où les populations civiles sont attaquées à l'arme lourde, l'OTAN ne fait aucune déclaration, l'ONU ne fait aucune déclaration, la Commission européenne ne fait aucune déclaration, la France et l'Allemagne, qui sont pourtant garantes des accords de Minsk, ne font aucune déclaration, alors qu'elles en ont le devoir. Et puis, je veux dire, c'est ok, le droit international est une chose, mais il y a peut-être aussi la morale, à savoir que quand des populations civiles sont attaquées, est-ce que notre devoir absolu, en tant que chef d'État, chef d'institution internationale, n'est pas d'intervenir? Comment se fait-il que l'ONU, qui sait pourtant qu'il y a plus de 13 000 morts depuis 2014, comment se fait-il que le secrétaire général, M. Guterres, ne sorte pas de ses gonds, enfin, ne fasse pas simplement une déclaration disant que ce qui est en train de se passer en Ukraine est grave. On n'attaque pas les populations civiles. Ça, c'est le premier casus belli, parce qu'en fait, ça va forcer les Russes à intervenir. Ben oui, eux, le R2P, ils savent ce que c'est, d'autant plus que une bonne partie de la population ukrainienne ukrainienne du Donbass, a la double nationalité parce qu'ils ont le passeport russe. Et d'ailleurs, je dois dire que le président Poutine a été très habile sur cette question, puisqu'ils ont facilité l'obtention de visas aux habitants du Donbass. Et je ne connais pas le nombre exact, mais un nombre important d'habitants du Donbass a un double passeport et un passeport russe. Or, il y a un article de la Constitution de la Fédération de Russie, l'article 61 de la Constitution russe, qui fait obligation à la Fédération de Russie de porter assistance et secours aux Russes en danger à l'étranger. Donc en fait, donc il y a non seulement le droit international qui donne l'obligation, et je dis bien l'obligation, c'est le R2P de 2005, donc là c'est l'article 139 pour ceux qui veulent aller le relire. Et d'ailleurs l'article 138 concerne l'Ukraine, puisque si l'Ukraine dit que le Donbass fait encore partie de l'Ukraine, c'est l'article 138, ils n'ont pas le droit d'attaquer leur population civile. Donc les Russes, et du point de vue du droit international et du point de vue de la Constitution de la Fédération de Russie, n'ont pas d'autre choix que d'intervenir. Ils ne peuvent pas laisser massacrer des Slaves, des Russes, à leur porte. D'autant plus qu'au même moment se produit le deuxième casus belli. Le vendredi 18 février commence, donc c'est le moment où les bombardements atteignent leur apogée. Au même moment, à Munich, commence la fameuse conférence sur la sécurité qui réunit le gratin de l'OTAN comme chaque année. Bon. Et cette année-là, évidemment, nous avons j'ai envie de dire en guest star, le président Zelensky qui doit faire une intervention le samedi 19. Il l'a fait, évidemment, avec toute l'attention de l'assistance. Oui, nous sommes sur les terres de l'OTAN. Et qu'annonce-t-il ? Il annonce un deuxième casus belli ou une deuxième ligne rouge. Il annonce en fait qu'il va
procéder à l'annulation du mémorandum de Budapest de 1994. Qu'est-ce que le mémorandum de Budapest de 1994? C'est très simple. L'Ukraine s'engage à ne pas stocker d'armes nucléaires sur son territoire. Il annonce qu'il va renoncer à ce mémorandum. Et franchement, pour être juste, je comprends tout à fait qu'il le fasse, parce que la contrepartie, c'était que la Russie n'attaque pas l'Ukraine. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu un traité d'amitié qui a été signé au milieu des années 90 entre l'Ukraine et la Russie, et normalement, la Russie n'aurait pas dû récupérer la Crimée, pardon, selon ce traité d'amitié. Sauf que ce traité d'amitié contient une clause qui dit qu'il doit respecter la Charte des Nations Unies. Or, le deuxième alinéa de l'article 1er prévoit que, et ça c'est fondamental parce que c'est tout au début de la Charte des Nations Unies, prévoit que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça date depuis le début de la Charte des Nations Unies. Les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Donbass demande à être indépendant, ils en ont le droit, Charte des Nations Unies, et personne ne peut s'y opposer, et certainement pas par la force. Mais donc il y avait quand on lit le mémorandum de Budapest, il fait effectivement référence à la Charte des Nations Unies, donc au fait que les peuples peuvent disposer d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que le Parlement de Crimée a voté leur attachement à la Russie. En fait, ce n'est pas la Russie qui a annexé la Crimée, c'est les Criméens qui ont demandé leur attachement à la Russie. Sur le plan du droit international, ça fait une énorme différence. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne vois rien d'illégal quand on regarde le traité d'amitié, la Charte des Nations Unies, etc., à la récupération de la Crimée par la Russie. Je parle uniquement sur le plan du droit. Et donc, le casus belli, le deuxième casus belli, c'est-à-dire le premier étant l'attaque contre les populations civiles, le deuxième étant la volonté de supprimer le mémorandum de Budapest, c'est samedi 19. Vladimir Poutine, les Russes comprennent que les accords de Minsk, c'était comme l'a dit Angela Merkel, pour faire gagner du temps à l'Ukraine pour pouvoir l'armer. Donc en fait, ils comprennent enfin que c'est fini. Enfin, il n'y a aucune marge de négociation et qu'en fait, ils ont été abusés depuis le début. Et donc, à partir de là, va s'engager le processus qui, selon eux, et selon nous sommes nombreux à le penser, aurait dû conduire à la paix. À savoir que la Russie, enfin, donc ça se produit entre le dimanche et le lundi, 20-21 février, donc nous sommes encore à 3-4 jours de l'attaque. Ils vont reconnaître enfin l'indépendance des deux républiques, donc République de Lugansk et République de Donetsk, qui ont proclamé leur indépendance en 2014. Donc ça fait 8 ans que les deux républiques attendent que la Russie reconnaisse leur indépendance, et ça fait 8 ans que la Russie ne le fait pas pour privilégier la diplomatie et les accords de Minsk. On en voit le résultat. Ils comprennent enfin qu'ils ont été abusés. Et donc en fait, en reconnaissant l'indépendance des deux républiques, ils signent des traités d'assistance, et notamment un traité d'assistance militaire. Donc maintenant, attaquer le Donbass, ça n'est plus seulement attaquer le Donbass, c'est aussi attaquer la Russie. Et nous sommes nombreux, naïfs, à penser que c'est du coup, l'Ukraine ne va plus se frotter à la Russie, parce que maintenant, s'ils attaquent le Donbass, ça veut dire qu'ils vont attaquer la Russie. C'est une chose d'attaquer le Donbass, même indirectement soutenu par la Russie, que d'attaquer directement la Russie. D'ailleurs, on en voit depuis février 2022 les résultats.
même si je le rappelle que de ce côté du mur, même s'il a été abattu manifestement, il a vite été reconstruit, l'armée russe n'est pas qu'une armée de soudards. Elle n'a pas besoin non plus de récupérer des processeurs sur des machines à laver, sur des réfrigérateurs pour équiper ses missiles, comme Madame Ursula von der Leyen l'avait déclaré. Et en fait, le lundi, donc, sont signés les accords avec les deux républiques. Alors, il faut encore 2 jours pour que ça passe devant la Douma, devant donc, le Sénat, enfin, les institutions russes. Et le lundi, il y a encore plus de violations du cessez-le-feu. C'est-à-dire que là, on atteint quasiment 2000, et le mardi, ça continue. Et bien, vous savez ce qui s'est passé le jeudi à 5h54 heures de Moscou. La Russie a pris ses responsabilités. Et donc, elle a commencé l'opération spéciale en Russie. Donc en fait, et après je vais passer la parole à Philippe, ce n'est pas un engrenage lié à pas de chance ou des circonstances, non, indiscutablement, et c'est pour ça qu'il y a matière à déposer une plainte contre Jens Stoltenberg. Je vous redis, cet homme avait le pouvoir d'empêcher la guerre. Il lui suffisait de dire que oui, des engagements avaient été pris de ne pas s'étendre à l'Est et que oui, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'est pas opportune. Prenons le temps de la réflexion, prenons le temps d'étudier et d'écouter les préoccupations des Russes, s'il avait fait ça, et il a eu largement le temps de le faire, il a eu des semaines et même des mois, eh bien, ça aurait été une désescalade sur le sentier de la guerre. D'ailleurs, je rappelle que toutes les déclarations, juste avant et juste après, il ne va cesser de répéter que il y a notamment un communiqué de l'OTAN le 22 février, quand la Russie reconnaît l'indépendance des deux républiques. Il dit que la Russie porte seule la responsabilité de cette crise. Et il dit en plus, malgré tous les efforts diplomatiques inlassables, le mensonge est consommé, il n'y avait pas besoin d'efforts diplomatiques inlassables, il suffisait juste de dire, oui, nous nous sommes engagés à ne pas étendre l'OTAN, et oui, nous allons retarder l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il suffisait de dire ça. Donc, en fait, on s'aperçoit que toutes ces déclarations, toutes ces actions ont été contre la paix, pour la guerre. Donc, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, puis on n'a pas trop le temps, et puis je vais passer la parole à Philippe, mais en fait, il a violé Alors si avant de passer la parole à Philippe, je vais ajouter quelque chose. Donc en fait, nous nous basons sur au niveau des traités internationaux, après nous verrons sur la loi belge, avec Philippe. Donc il a violé l'article, quasiment toute la Charte des Nations Unies, y compris l'article 33. Alors l'article 33 dit la chose suivante, c'est que, encore une fois, la Charte des Nations Unies, tout est fait pour privilégier la paix. L'article 33 dit que globalement tout un chacun, pour favoriser la paix, peut utiliser tous les moyens, dont l'enquête, dont la négociation, dont la conciliation, dont etc. etc. Et je viens de dire dont l'enquête. Or, quand il dit qu'il n'y a jamais eu d'engagement de l'OTAN de ne pas s'engager, etc., etc., comme je l'ai dit, il ment. Et en plus, il faut savoir qu'il y a au moins 3 acteurs majeurs de cette époque occidentale, enfin du côté de l'Occident, à savoir il y a James Baker III, John Major, ancien Premier ministre anglais, et Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de la France sous François Mitterrand. Et Roland Dumas, donc, qui a plus de 90 ans aujourd'hui, qui est âgé, mais qui s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur le sujet,
affirme, et on le trouve, il a été interviewé, et d'ailleurs avant le 24 février, je pense que c'est le 12 février, ressort une interview de lui où il affirme que les engagements ont bien été pris de ne pas s'étendre à l'Est. Donc en fait, Jens Stoltenberg viole la Charte des Nations Unies, dont l'article 33, mais il viole, vous le lirez dans le texte de la plainte, il viole également le préambule et l'article 1 de l'OTAN, qui recherche la paix. Et effectivement, quand on voit ce qu'était l'OTAN au début, c'est vraiment, une organisation dont on peut penser qu'elle cherche la paix. Alors après, le passif de l'OTAN s'est vite alourdi. Je rappelle le Stay Behind, le Gladio, les attentats de la guerre de Bologne, etc. en Italie, qui ont fait des centaines de morts, les années de plomb, etc. Tout ça coordonné par l'OTAN. Hein. Bon, on n'a pas le temps, mais les réseaux Stay Behind. Bon. Et donc, avant de passer la parole à Philippe, il y a un point qui était très important, c'est sur l'immunité de Jens Stoltenberg. Parce qu'effectivement, tous les personnels diplomatiques bénéficient d'une immunité. Or, en fait, l'immunité diplomatique c'est le traité de la Convention de Vienne qui date de 1961. Mais l'OTAN, en fait, quand l'OTAN a été créée, la Convention de Vienne n'existait pas. Et donc, en fait, il existe une convention spécifique à l'OTAN qui a été signée à Ottawa en 1951 qui prévoit l'immunité des personnels de l'OTAN. Donc, en fait, si nous nous basons uniquement sur cette convention, Jens Stoltenberg est inattaquable. Il est inattaquable. D'accord, il a menti, ok, mais néanmoins, cette convention lui donne toute protection. Sauf que, et ça va me permettre de faire une transition pour Philippe, en fait, en 2016, au sommet de l'OTAN de Varsovie, donc en juillet 2016, l'OTAN va mettre en place quelque chose de fondamental. Le document existe en français et en anglais, ce qui est normal, puisque ce sont les deux langues officielles de l'OTAN. Ils ont créé un document qui s'appelle « Politique de développement de l'intégrité ». Politique de développement de l'intégrité. Le document s'appelle comme ça. À l'époque, qui est secrétaire général de l'OTAN depuis 2 ans? Évidemment, M. Stoltenberg. Et ce document est extraordinaire, puisqu'il nous explique que, en clair, pour que l'OTAN donne confiance aux populations, mais que ce soit également un gage d'efficacité, etc., il faut respecter absolument l'intégrité. Donc si vous mentez, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne respectez pas les règles que l'OTAN s'est fixées. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui voudraient être employés par l'OTAN, vous verrez, je suis allé voir les fiches de poste. Dans toutes les fiches de poste de l'OTAN, il y a un paragraphe, un engagement que doit prendre tout salarié, qui fait au moins 4 ou 5 lignes, sur le respect de l'intégrité. Et ce qui est extraordinaire dans ce document, c'est que non seulement, et en plus il est endossé par Jens Stoltenberg lui-même, puisqu'il est secrétaire général quand ça a été mis en place, donc l'intégrité est un pilier essentiel de l'OTAN. En mentant comme il le fait, évidemment il ne la respecte pas, et à côté, le deuxième mot qui suit intégrité est le mot redevabilité. Enfin, je dis bien enfin, parce que ça n'existe pas dans la Charte des Nations Unies, et c'est l'OTAN qui nous le sert, qui nous l'offre, et c'est normal. Il est marqué le mot redevabilité. Donc, si le secrétaire général ne respecte pas l'intégrité, et ça c'est amplement démontré, et encore une fois, les faits sont, enfin vous les lirez, c'est facile à vérifier, eh bien, doit s'appliquer la redevabilité. Or, dans la charte de l'OTAN, il n'y a rien qui est prévu, justement pour ceux qui ne respecteraient pas l'intégrité. On peut imaginer que si c'est un salarié lambda de l'OTAN qui ne respecte pas l'intégrité, il sera sanctionné par M. Stoltenberg, c'est son rôle en tant que secrétaire général de l'OTAN.
Et quand c'est le secrétaire général lui-même de l'OTAN qui ne respecte pas la politique de l'intégrité, rien n'est prévu, aucune sanction. Alors on peut comprendre tout à fait, alors ça devrait être de la responsabilité des chefs d'État, membres de l'OTAN, de le sanctionner, parce que je rappelle que ces mensonges nous ont entraînés dans une guerre. La France en a combien? 30 milliards de versés. Puis vous avez vu, là, le nouveau commissaire européen à la défense nommé par Ursula von der Leyen nous annonce que il faut faire la guerre, il faut se préparer à faire la guerre à la Russie dans 6 ou 8 ans. Oui, il vient de faire la déclaration. Il vient d'annoncer que oui, lui serait ravi que 500 milliards d'euros soient investis dans les industries de défense de l'Union européenne sur les 10 prochaines années. Mais peut-être qu'on pourra investir, je ne sais pas, dans les infrastructures, dans l'enseignement, dans la santé, et pas forcément 500 milliards dans les industries de défense pour faire la guerre à la Russie dans 6 ou 8 ans. Puis peut-être 6 ou 8 ans, pas sûr que les 500 milliards aient servi à grand-chose. Voilà, donc voilà l'objectif de cette plainte, c'est que la justice belge nous prenne la mesure et prononce un jugement pour la paix, mais je reviendrai dans la conclusion et je passe la parole à Philippe. Merci. Bonjour, merci. Enfin, comme c'est une conférence de presse, peut-être on va demander s'il y a des questions. Ou d'accord, bon, ça va, on prendra les questions après. Oui, bon. Bon, la plainte a été déposée la semaine dernière. Il y a pas mal de déclarations qui interviennent. Il y a le nouveau mandat de M. Rudd qui a remplacé M. Stoltenberg. Donc les choses évoluent, notamment par rapport à l'objet de la plainte qui concerne des violations graves du droit international humanitaire, notamment, comme l'a expliqué Patrick Pazin, de multiples bombardements de civils, surtout avec des armes fournies par l'Union européenne, la France, la Belgique, les États-Unis et d'autres. Et donc, on est vraiment au cœur de l'application de la loi belge de compétence universelle, qui s'intitule la loi relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire. La semaine dernière, M. Robert Kennedy aux États-Unis a dit la cause de l'Ukraine, c'est BlackRock. BlackRock, c'est une société d'action qui, chaque jour, avec 5000 ordinateurs qui fonctionnent jour et nuit, dévore tout. Ils peuvent acheter au bon moment, revendre au bon moment, et donc ça devient un monstre titanesque qui a été créé dans les années 70, mais bon, qui domine une partie des États-Unis. On ne va pas rentrer dans les détails, mais M. Kennedy dit la cause de l'Ukraine, c'est BlackRock. Donc BlackRock doit s'enrichit par la vente des armes. Donc BlackRock a intérêt au conflit. Hier au 21, M. Joseph Borrell, le représentant européen au niveau international des affaires étrangères, a dit l'Ukraine, c'est pas pour défendre la liberté des Ukrainiens, non, c'est pour défendre d'autres intérêts, notamment les intérêts américains. Donc ça veut dire qu'il y a une partie, toujours BlackRock, qui tire les ficelles, qui a besoin de cette guerre pour gagner encore plus d'argent, qui a besoin de... Enfin, on ne va pas rentrer dans tous les effets qui sont autour d'une guerre, mais c'est vraiment, comme l'a dit Patrick Pazin, une tragédie. On est en pleine tragédie. Donc cette plainte s'inscrit dans ce contexte-là. Et bon, je relève au passage qu'en Belgique, nous avons un professeur, Charles de Vicher, qui a écrit un ouvrage « Théorie et réalité en droit international public », qui parle notamment de tout ce qui est, je vais expliquer au niveau des traités, l'OTAN, etc. Et il dit dans son ouvrage, par rapport à la souveraineté et l'organisation internationale, le monde est une comédie pour l'homme qui pense, une tragédie pour l'homme qui sent. Et je pense que ici, le plaignant, mon client, M. Patrick Pazin, l'a dit lui-même, c'est une tragédie. Et ici, donc, le professeur Charles de Vicher se réfère à un vieux proverbe espagnol. Donc, pour présenter le contexte judiciaire, on a deux niveaux. Il y a le droit international, le droit national, qui, au niveau belge, s'intègre de plus en plus au droit de l'Union européenne. Au niveau international, la grande règle, c'est pacta sunt servanda, c'est du latin, ça veut dire que quand vous signez un traité
en tant qu'État, eh bien, vous êtes obligé de le respecter. L'état de droit, ça vaut autant au niveau international qu'au niveau national, où, bon, depuis Montesquieu, on dit il y a la séparation des pouvoirs, il y a 3 pouvoirs, à part la presse qui est censée être le 4e. Donc il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc actuellement, avec ce qu'a dénoncé M. Kennedy, donc de l'influence d'intérêts financiers, on a, parce qu'il faut aussi remarquer que M. Stoltenberg, Mme Ursula von der Leyen et M. Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, sont des gens qui sont passés par Davos, par cette mouvance globaliste, qui évidemment est main dans la main avec BlackRock. Je ne vais pas rentrer dans... Enfin, il y a d'autres choses assez graves qui concernent l'humanité, enfin, ou cette globalité, mais bon, ça veut dire que ces personnages ont toujours œuvré, comme ils s'en vantent, d'avoir muselé l'exécutif, le législatif, autant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau belge, hein, c'est clair. Donc ici, nous situons avec cette plainte au cœur du 3e pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire en Belgique. Pouvoir judiciaire qu'on s'évertue depuis longtemps à appauvrir, qui manque de juges, enfin qu'on essaye d'affaiblir, puisque les globalistes ont pu museler l'exécutif, le législatif, le judiciaire, on lui coupe les ressources, au point que M. le Chevalier Jean de Cotte, président de la Cour de cassation, avait déclaré il y a déjà une dizaine d'années, si on ne finance pas la justice, ça devient un État voyou. Eh bien, au niveau international, malheureusement, on est déjà... bon, j'avais eu comme professeur Lenoble qui disait, au cours de droit international, on va distinguer ce qui concerne l'état de droit et ce qui concerne l'organisation des brigands. Bon, aujourd'hui, on arrive au dernier rempart, donc le pouvoir judiciaire, par rapport à un monde de brigands, de criminels qui massacrent des civils depuis 2014, hein, avec toutes les provocations, etc. Donc on est dans le champ d'application de la loi belge de compétence universelle. Alors, la loi belge de compétence universelle, elle permet à un Belge de se plaindre d'une situation à l'étranger, ou inversement, à un étranger de se plaindre d'une situation en Belgique, ce qui est le cas du plaignant, ici, M. Patrick Pazin. Donc, on est dans le cadre d'application de cette loi. Bon, M. Pazin a indiqué qu'elle est disponible sur son site internet, donc je n'ai pas à vous en donner le détail auquel vous avez accès directement. Et donc, ici, on doit bien distinguer que tout ce qui concerne le non-respect de l'OTAN, de ses propres règles, etc., ça concerne les États, pas les particuliers. Donc, c'est via la loi belge de compétence universelle qu'un particulier comme M. Pazin peut soulever et se plaindre de violations graves du droit international humanitaire, comme d'autres personnes. Ici, avec son expertise, évidemment, on peut se rendre compte que s'il a écrit, documenté de manière, avec une investigation objective, documenté la réalité des choses, et puis que M. Stoltenberg, par exemple, commence à mentir, c'est pas que, enfin, ça remet en question tout son travail, je dirais, d'auteur, et donc il a intérêt à faire valoir la vérité et en même temps le respect des règles de droit international et donc de la répression des violations graves du droit international. Parce que la loi belge prévoit la réclusion, c'est-à-dire que ces gens, au bout du processus judiciaire dont on est seulement au point de départ, risquent la réclusion à perpétuité. Parce qu'en Belgique, on n'a plus la peine de mort. Donc ça veut dire qu'une enquête va s'ouvrir. On est dans une matière très grave, où à quelques jours près, on est au bord, ou quelques secondes même, d'une guerre nucléaire. Donc nous avons vraiment confiance dans l'application de cette loi belge par l'instance qui est désignée pour pouvoir traiter cette plainte, qui est donc le parquet général de Bruxelles. Puisque, à l'origine, cette loi permettait d'introduire une plainte auprès d'un juge d'instruction, mais comme ça avait peut-être un certain succès qui était parfois, je dirais, avec un impact quand même au niveau international et diplomatique. Je ne sais plus contre qui il y a eu des plaintes, mais je ne vais pas citer de nom. Donc ici, il y a un filtre qui a été organisé au niveau du parquet général, et donc en toute confiance dans ce pouvoir judiciaire, nous verrons avec M. Pazin ce qu'il en sera du cheminement de sa plainte.
À savoir que, comme je l'ai dit, on est dans une question d'heures, de secondes ou de jours par rapport à un risque sérieux de conflit nucléaire. Conflit nucléaire qui fait bien les affaires de BlackRock, puisque pour eux, 200 millions de morts aux États-Unis, 300 millions de morts en Europe, ben, c'est le ticket gagnant, c'est le jackpot. Donc ils ne demandent pas mieux. Ils ne sont pas 500 millions de morts de plus aux États-Unis et en Europe, pas que l'Ukraine. Donc ces gens sont complètement fous. Il faut, je dirais, que cette plainte soit diligentée dans le cadre d'une bonne administration de la justice, et ça veut dire qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Généralement, ce genre de plainte met 1 an au parquet général à être bouclé. Une instruction judiciaire à Bruxelles, c'est aussi de l'ordre d'une année. Eh bien ici, nous stimulons, je dirais, tout le courage de ce pouvoir judiciaire belge à pouvoir, je dirais, marquer un arrêt pour le respect de la répression des violations graves du droit international humanitaire. Voilà, donc si vous avez des questions. Alors, merci Philippe. Ce que je voulais ajouter, c'est que, en fait, nous ne connaissons pas les motivations de Jens Stoltenberg à avoir menti de façon répétée. Nous avons quand même souligné dans la plainte qu'il est norvégien, personnalité éminente, puisque ancien Premier ministre pendant 10 ans de la Norvège, et que, vous vous souvenez, le 26 septembre, lorsqu'explose Nord Stream, exactement le lendemain, la Norvège inaugure un gazoduc avec la Pologne et le Danemark. Donc, le 26, Nord Stream saute. Donc, les livraisons de gaz de la Russie vers l'Europe, c'est quasiment terminé. Enfin, il y en a encore un petit peu vers la Turquie, qui passe vers la Serbie, etc. Mais Nord Stream, c'est fini pour l'Europe du Nord. Et le lendemain, la Norvège inaugure son gazoduc avec la Pologne. Donc en fait, c'est sans doute une coïncidence, hein, bien sûr. Alors on lit à droite ou à gauche que les services de renseignement norvégiens auraient participé à l'opération. Même si c'est faux, constatons quand même que la Norvège, via les mensonges de son ressortissant éminent, M. Stoltenberg, vient d'éliminer un concurrent direct, puisque je rappelle qu'après la Russie, la Norvège est le premier fournisseur de gaz en Europe. Bon, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, qui est sévère, mais je rappelle que la Norvège, depuis la séparation avec la Suède, c'est elle qui attribue le prix Nobel de la paix. Alors, l'idée, je la trouve très dérangeante, qu'un État qui devient un État profiteur de guerre, puisque en fait, par les mensonges d'un de ses ressortissants, alors même si la Norvège se retrouve passivement de ce côté-là, le principal concurrent de la Norvège vient d'être éliminé en matière de fourniture de gaz pour l'Europe. Donc, oui, indirectement, passivement ou pas, ça fait de la Norvège un profiteur de guerre. Donc c'est vrai que moi j'ai du mal à imaginer que ce pays puisse être qualifié pour attribuer encore le prix Nobel de la paix. Alors maintenant, pour terminer, sur en fait, on ne peut plus accepter que des gens non élus, des fonctionnaires, brisent des millions de vies, dont les nôtres. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui attend l'Allemagne sur le plan économique. Donc si ça se produit en Allemagne, évidemment, ça va impacter toute l'Union européenne. Mais les fermetures des usines Volkswagen, forcément, ça va entraîner des dizaines, des centaines, voire des milliers de fermetures d'autres entreprises, les sous-traitants, et puis les employés de ces sous-traitants, et puis, etc., etc. Donc, on ne sait pas comment cela va se terminer. Je me souviens en revanche qu'au tout début, Ursula von der Leyen avait expliqué que nous allons dévaster l'économie de la Russie. Je crains plutôt que ce soit le contraire et qu'en fait, ce sera impossible de revenir en arrière. C'est-à-dire que quand une usine est fermée, quand Volkswagen va fermer ses usines, elles ne rouvriront plus.
Parce que ces usines sont parties ailleurs, en Inde, en Chine, voire aux États-Unis d'ailleurs, qui est le grand gagnant évidemment en apparence de cette situation. Je dis bien en apparence parce que nous verrons bien. Et donc en fait, maintenant pour terminer, c'est vrai que... Oui, vas-y Philippe. Oui. Ok, ben voilà. Donc avant de terminer, on va quand même rester sur une note positive, d'un certain optimisme, puisque dans le monde judiciaire, on est surtout préoccupé par ce qu'on appelle la bonne administration de la justice. Alors dans une telle affaire, on peut s'imaginer que celui qui reçoit la plainte avec les responsabilités et les enjeux n'aura pas une tâche aisée, mais quelque chose pourra nous être utile, et c'est assez paradoxal, c'est la souveraineté des États. Parce que l'OTAN, c'est une organisation militaire, peut-être pour qu'il n'y ait pas de guerre, mais enfin bon, pour l'instant, on voit que c'est plutôt l'inverse. Donc, l'OTAN rassemble des États signataires qui sont souverains. Et toute règle prise par l'OTAN ne dépend pas du secrétaire général, mais dépend du Conseil de l'Atlantique Nord, le CAN. Donc, le Conseil de l'Atlantique Nord, par consensus, prend les décisions, quelles qu'elles soient. Si un secrétaire général, Pierre-Paul ou Jacques, peu importe, Ruth ou Stoltenberg, fait des irrégularités, des violations du traité entre les États souverains, eh bien, c'est aux États membres signataires de l'OTAN de s'en saisir et alors de mettre ça à l'agenda de leur conseil, etc. Mais, dans le cadre de l'application de la loi de compétence universelle belge, on peut, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, parfaitement envisager que le parquet général saisisse le Conseil des ministres belge, parce que la Belgique est encore un État souverain, même si ça déplaît à BlackRock et à Davos, nous sommes un État souverain. Donc le parquet général saisit le Conseil des ministres, qui lui va saisir le Conseil de l'Atlantique Nord pour dire, voilà, il y a telle et telle violation du traité, parce que nous avons reçu une plainte de M. Pazin, et peut-être d'autres, parce que d'autres États souverains, la Pologne, la Hongrie, même la Russie peut porter plainte devant la Cour de justice internationale. Parce que vous avez le niveau État souverain et le niveau national avec les particuliers, les ONG, etc. Et donc il faut bien distinguer les niveaux, mais par l'étincelle, je dirais, salvatrice de cette plainte de M. Pazin, on peut envisager un mécanisme qui s'inscrit dans l'application, le fonctionnement du respect du traité de l'Atlantique Nord par les responsabilités des États membres. Alors aussi, ça veut dire évidemment la responsabilité de tous ceux qui dorment là au niveau du Parlement belge, et donc le gouvernement, le Conseil des ministres qui peut être saisi par le parquet général. Voilà, sur des précisions, bon, ça pourrait peut-être faciliter la fluidité, le traitement de la plainte, parce que comme je l'ai dit, chaque seconde compte. Merci. Alors, donc, pour terminer, donc effectivement, ce que nous attendons de la justice belge, c'est vraiment un jugement pour la paix. En fait, c'est de dire que non, les fonctionnaires internationaux ne peuvent plus mentir, ne peuvent plus bafouer le droit, et ça, c'est à la justice des États souverains de le dire, donc la Belgique. Et puis, pour terminer, effectivement, cette plainte, je l'ai déposée en mon nom propre, je ne représente personne d'autre que moi-même. En revanche, d'autres personnes, y compris d'ailleurs des citoyens ukrainiens, s'ils le souhaitent, des États, peuvent nous rejoindre. D'autres États d'ailleurs peuvent même regarder leur législation nationale pour voir si effectivement, parce que indubitablement tous les États membres de l'OTAN ont été impactés. Nous sommes en Belgique, il y a qu'à lire les articles de la RTBF sur les conséquences de cette inflation galopante, et puis Alexandre De Croo, l'ex-premier ministre, a dû annoncer qu'il fallait monter à 2% du PNB en défense d'armement, etc., etc. Non, c'est plus possible de laisser de laisser faire ça sans qu'effectivement la justice nous aide. Donc, vous pouvez nous aider soit effectivement en rejoignant la plainte, soit individuellement, soit au niveau d'État, ou déposer vous-même vos plaintes, mais on ne peut plus laisser faire ça.
Et puis, si vous souhaitez nous soutenir, évidemment, lisez nos livres, achetez nos livres soit sur novimandi.com. Et puis, pour terminer sur une note positive, nous avons créé une chaîne qui s'appelle novimandi.tv qui montre en fait que l'âge d'or est déjà là. Alors, ce que j'appelle l'âge d'or est déjà là, c'est-à-dire que nous montrons des récoltes extraordinaires, sans un gramme de chimie. Nous montrons de la musique des plantes, enfin plein de choses. Je leur dis, je terminerai là-dessus, l'âge d'or est déjà là. Il ne tient qu'à nous de le saisir. Merci pour votre attention et puis très belle journée. Ah oui, pardon, les questions. Oui. Bonjour, je suis Denis Duprovent. Il y a un micro qui va... Merci, merci. Merci beaucoup. Ça fonctionne? Non, ça fonctionne encore. Alors, voilà, ça fonctionne. Alors, je suis Denis Duprovent, chef du bureau de l'agence de presse TAS à Bruxelles. J'ai effectivement deux questions, plutôt à Maître Van Langendonk. C'est est-ce que votre appel est déjà considéré comme recevable? En quel stade vous êtes maintenant? Et l'autre question, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y avait des précédents juridiques quand on porte plainte contre les gens qui peuvent considérer que leur action ou inaction aide à déclencher la guerre? Merci. Oui, donc pour la première question sur la recevabilité, c'est disons, on a dans la plainte évidemment complété tout ce qui concerne le respect des conditions par M. Pazin, donc ça va être examiné par le parquet général de Bruxelles, c'est dans la plainte, vous pouvez en prendre connaissance également. On a juste le dépôt pour l'instant la semaine dernière, à la date du 27 septembre, et bon, par la suite on recevra des nouvelles, je l'espère rapidement, parce que bon, ça urge. Alors, des précédents, moi, je suis tenu au secret professionnel, donc je ne vais pas donner de nom. Je peux dire que ce n'est pas la première que je dépose. Pour deux autres, il y en a une qui a pris 1 an pour dire on ne fait rien. Bon, c'était pas par rapport à la guerre, hein, c'était pas par rapport à la guerre, c'était pour domaine plutôt médical, par rapport à des dommages dans le domaine de la santé. Alors une autre plainte aussi pas par rapport à la guerre, mais par rapport à un grand nombre. La loi peut s'appliquer par le risque d'un grand nombre de morts. Il ne faut pas forcément que les morts soient déjà là, mais le risque d'un grand nombre de morts suffit pour tomber sous le champ d'application de la loi. Et là, une autre plainte qui a 2 ans maintenant, j'ai toujours pas de réponse. Donc il y en a une qui a été écartée au bout d'1 an, même pas, une petite année disons, et une autre depuis 2 ans qui fait son petit bonhomme de chemin dont je n'ai aucune nouvelle. Enfin bon, c'est pas ça concernait des pays sur d'autres continents aussi, donc parfois ça peut être assez compliqué, mais donc ici, je pense que par, disons, le caractère, je dirais, contraignant et le droit dont dispose la Belgique en tant que membre de l'OTAN, l'État belge a une responsabilité et que d'autres États peuvent également déposer plainte, se joindre à la plainte, avec alors une stature qui relève de l'ordre international. Vous voyez, ça peut être d'autres plaintes, par exemple, contre Mme Ursula von der Leyen, où la Pologne et la Hongrie se sont joints à la plainte d'un particulier, mais quand vous avez la qualité d'acteur du droit international et de signataire des traités dont vous demandez le respect et la cessation des violations, pouvant entraîner une guerre, comme dans ce cas-ci, ces États peuvent agir. Et même la Russie dispose du droit d'agir devant la Cour internationale de justice. Donc, elle n'est pas obligée de venir frapper au guichet de la justice belge, la Russie. Donc voilà, on verra par la suite. Merci. Mais les Ukrainiens, d'ailleurs, devraient se réfléchir, parce qu'en fait, ils ont été indubitablement trompés. Enfin, ils ont été trompés. Enfin, on leur a fait miroiter des choses qui
n'était pas réel. Instrumentalisé. Oui, bien sûr. Bonjour, Nicolas Lefebvre pour Bon Sens Belgique et Kairos. Qu'est-ce que la population peut faire pour vous aider? Parce que, en règle générale, la population veut la paix, à part celle qui est endoctrinée par les médias mainstream. Donc, qu'est-ce que la population peut vous apporter et qu'est-ce qu'elle peut faire pour éviter la guerre et aller vers la paix? Merci pour cette question. Alors, déjà, de sortir de la fumée, du brouillard qui nous est envoyé en permanence par les institutions et les médias. D'ailleurs, les médias mainstream ont une responsabilité majeure dans cette crise. Parce que, en fait, franchement, j'ai lu les rapports de l'OSCE, ce qui s'est passé les 8 jours avant le 24 février. Pourquoi les médias mainstream ne l'ont pas fait? Quand j'ai écrit le livre Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident, les médias français l'ont reçu. Je savais qu'ils n'en parleraient pas, mais ils l'ont reçu. Donc, s'ils avaient besoin d'une voix contradictoire à ce qu'on entend sur BFM TV, LCI, etc., du côté de la France, mais dans les autres médias de l'Europe occidentale, c'est pareil, il y avait des arguments. Ils pouvaient se pencher sur la question et faire leur travail. Je rappelle que le Spiegel a réussi à faire son travail en posant à Jens Stoltenberg une question en disant « mais l'OTAN avait promis de ne pas s'engager vers l'Est ». Pas un pouce vers Moscou. Pas un pouce vers l'Est. Je veux dire, c'est une... Et d'ailleurs, quand on regarde la déclaration de l'intervention militaire le 24 février, en fait, dans les raisons du déclenchement de l'opération, il y en a deux principalement, citées par le président Poutine. La première, c'est effectivement le massacre des populations civiles. Et deuxièmement, c'est le non-respect c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc maintenant, pour répondre à cette question, merci. Donc la première, c'est déjà de prendre conscience qu'en fait, la guerre d'agression non provoquée, etc., elle vient d'abord de l'OTAN. Déjà de comprendre qu'en fait, la responsabilité n'est pas 100% russe et 0% le reste du monde. Deuxièmement, pour nous aider, effectivement, les personnes qui vont nous rejoindre dans la plainte sont les bienvenues. Et puis évidemment, lisez nos livres, abonnez-vous à novimondi.tv, parce qu'effectivement, nos ressources ne sont pas tout à fait les mêmes que celles d'en face. Oui, alors une petite précision pour répondre à la question sur l'aspect, disons, plus judiciaire, procédural. Toute personne qui a qualité et intérêt à agir peut soulever l'application de cette loi belge de compétence universelle. Il y a déjà le modèle que M. Pazin met à disposition, qui doit être adapté par rapport à la situation individuelle, mais comme en Belgique, depuis le début depuis 2022, on a eu beaucoup d'Ukrainiens, donc tous les Ukrainiens russophones ou non russophones en Belgique peuvent introduire une plainte pour la vie des personnes de leur famille ou les victimes de leur famille. On va peut-être devoir évacuer. L'OTAN attaque. J'ai encore une question. Est-ce que, ici, on vient de voter pour les parlementaires européens, et on a vu que lors d'une séance européenne, ils ont voté à une grande majorité pour que les armes de l'OTAN puissent être envoyées en Russie via l'Ukraine. C'est irresponsable et scandaleux. C'est irresponsable et scandaleux. Bien sûr. On voit un petit peu que tous les partis politiques ont voté pour. Est-ce que les partis politiques et nos représentants ne sont pas coupables de haute trahison envers la population mondiale, même haute trahison pour... Mais déjà la leur. Il s'agit d'une résolution, donc c'est une chose dont on aurait mieux fait de se passer, parce que d'abord ça sert à rien, sauf à se faire mal percevoir, je dirais, au niveau du respect de tout ce qui est d'éviter les violations graves du droit humanitaire, parce que c'est la signature du crime de celui qui ne peut pas planter le poignard sur la victime. Donc c'est vraiment... Et de nouveau, ça montre bien l'influence de BlackRock et des financiers qui sont derrière pour souffler sur les braises et toujours tenir une tension assez élevée de l'idée d'une guerre. C'est du même ordre lorsqu'on entend dire que la Russie va nous envahir, enfin des conneries pareilles.
Donc le mauvais cinéma d'Hollywood de BlackRock, stop, terminé. Évidemment, je veux dire que le Parlement européen dise oui, vous pouvez frapper la Russie en profondeur, c'est complètement... Si vous pensez que la Russie va se laisser frapper en profondeur sans réagir, et en plus, comme le dit Philippe, oui, c'est idiot, enfin, ça n'a aucune valeur, quoi. Mais ça montre clairement que nos représentants ne nous représentent pas, parce que s'ils nous représentaient, et puis en plus, c'est une violation du droit international, parce que quand le législatif qui est en Dordogne. Oui, c'est ça, le législatif, ce que disait Philippe, effectivement, le législatif est sous contrôle. Et c'est un vrai problème, bien sûr. Et on le voit bien, nous sommes entraînés dans que nous votions à gauche, à droite, au centre, etc., ça ne change rien. Ça ne change rien. En matière de guerre, tous les partis sont devenus des partis de la guerre. Manifestement, ils défendent des intérêts qui ne sont pas les nôtres, ou en tout cas ceux de leur population. Bien, merci pour votre attention, merci d'être venu, et puis évidemment nous vous tiendrons informés des suites. Et je le rappelle, notre intention c'est vraiment la paix. Donc la Chambre des Nations Unies, c'est la paix, bah oui, c'est franchement faire la guerre à la Russie, c'est bon quoi. Puis après on va la faire à qui? À la Chine. Et puis quand on l'aura fait à la Chine, on va faire à qui? Ça suffit. Et d'ailleurs, pour répondre à la question tout à l'heure, en fait, il n'y a pas eu vraiment de plainte pour les guerres, parce que jusqu'à présent, il y a eu peu de guerres. C'est-à-dire que là où il y aurait dû y avoir des plaintes, mais d'ailleurs il y en a une en cours, c'est la guerre contre la Serbie. Je sais que la Serbie a déposé il y a une procédure en cours auprès de la CPI, mais bon, nous verrons bien, mais moi j'avais d'ailleurs été très étonné qu'à l'époque c'était Carla Del Ponte qui était procureur de la CPI et osait déclarer que non, dans la guerre du Kosovo, la guerre contre la Serbie, il n'y avait eu aucun crime de guerre. Quand on bombarde une population pendant 79 jours sans interruption, qu'on détruit des hôpitaux, etc., des ponts, qu'on bombarde pendant 79 jours une population civile, j'ai du mal à penser que, en fait, si je regarde le statut de Rome, oui, c'est une violation, et donc ils ont commis des crimes de guerre, oui. Donc c'est également une autre procédure à suivre. Et à ma connaissance, c'est la seule... Alors après, il y a la question de la Palestine et d'Israël qui est un peu différente, mais je pense qu'effectivement, il n'y a à ma connaissance, que la saisie de la CPI par la Serbie, dans l'affaire de la guerre contre la Serbie, de la destruction de la Yougoslavie, en fait. Merci. Merci à vous. Merci. Pour acheter le livre, comment on fait? On va sur patrickcassin.com, c'est ça? Oui, mais sinon on l'a sur les choses facilites. Tu vas sur novimondi.com. Donc